Avertissement. Dû à un défaut technique, la qualité sonore de ce podcast sera bonne plutôt qu'être excellente. Par contre, n'ayez crainte, la qualité du contenu sera aussi bonne qu'à l'habitude. Bon podcast. Donc, on m'a dit que j'étais votre premier invité avec qui on faisait une introduction. Donc, comment on fait ça? Tu me mets sur le spot, ok. J'étais un peu trop fort d'ailleurs. C'est les aléas du podcast, les amis. C'est les aléas du direct, mais en différé. On fait juste perdre votre temps pendant que vous êtes en train d'écouter notre voix dans votre ride de métro. Bienvenue à Order. Le sandwich préféré. Le sandwich préféré. Man, je suis pas difficile. Moutarde, dinde, salade, je pense que c'est le meilleur truc. Manger un petit sandwich en écoutant Orders of Magnitude, ça c'est vraiment la belle vie. La question c'est où est-ce que tu écoutes Orders of Magnitude? Surtout sur Spotify. Surtout sur Spotify. Mais comme dans le monde réel. Mettons, où est-ce que t'es? Quand je travaille. Quand tu je travaille travailles, le matin. au lieu de travailler. J'essaie de faire les deux en même temps, mais c'est clair que Orders of Magnitude passe avant. Ouais. Ok, ben, bienvenue tout le monde à Orders of Magnitude, le podcast dans lequel on parle de science à toutes les échelles. De quoi à quoi? Du revenu minimum garanti à la nouvelle économie mondiale. C'était naturel, on l'a pas pratiqué avant les amis. Ouais. Bon, aujourd'hui, nous avons Younes Razi comme notre invité pour le podcast. Il fait de la science politique et on va parler de quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler du revenu de base, de la semaine de 4 jours. On parle aussi un peu au début de c'est quoi la science politique, qualitative, quantitative. Puis on parle à la fin de relations internationales, si je me trompe pas. Wow, beaucoup de sujets, vast array of topics. Comment tu te sens après le podcast? Je me sens bien. J'étais quand même stressé, mais je suis vraiment content. C'était vraiment une discussion, je pense, qui était enrichissante. Puis j'espère que les gens qui vont nous écouter vont apprécier aussi. Ok, so have a good one. Have fun. C'était-tu bon? On regarde de même! C'est bon? Mais vous pouvez le faire, vous pouvez le garder. Tu veux-tu commencer? C'est toujours moi qui dis bonjour à Younes, bienvenue au podcast. Oui, C'est déjà bien fait. Ben, ok, tiens. Younes, bienvenue au podcast. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un honneur d'être invité à votre podcast. Alors Younes, ton plus gros cheval de bataille, parce que je te connais, c'est les inégalités sociales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ton intérêt pour les inégalités sociales est venu, puis comment ça s'est développé au cours des années? Ouais, donc grosse question. Je sais pas, ça a toujours été quelque chose peut-être d'inné un peu. Tu sais, depuis que j'étais jeune, j'avais un peu cette intuition, puis je pense que ça s'est concrétisé quand j'avais peut-être 18-19 ans. J'étais à Bas-de-Boulogne où je te connaissais, j'étais en sciences nat, mais ça m'intéressait pas vraiment. J'ai eu une passion pour la politique, surtout la politique américaine, puis le candidat Bernie Sanders que plusieurs connaissent ici. Puis c'était vraiment son vrai cheval de bataille. Tu sais, il y a comme vraiment un débat résurgent sur les inégalités, surtout en Amérique du Nord puis en Europe. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup intéressé. Donc je dirais que ça a commencé autour de ces eaux-là. Maintenant, tu fais quoi? Là, je suis à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait un baccalauréat en économie politique. Ça a duré 3 ans. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en affaires publiques, qui est un peu comme la continuité du bac en sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis, plusieurs de mes travaux ont porté sur la question des inégalités, de la pauvreté, surtout dans le contexte nord-américain, parce que c'est là où on habite. Puis, je pense que c'est vraiment une dynamique qu'on a observée surtout lors des comme 40-50 dernières années. Puis je pense que ça veut dire beaucoup de choses qu'on observe ça dernièrement, puis que c'est de plus en plus dans le débat public. Donc ça m'intéresse énormément. Donc on va parler de politique. Hein? C'est polémique. Exact. Non mais on peut parler, ça touche plusieurs branches en fait. Donc on peut aller un petit peu partout. Là. Et on va aussi parler d'économie, qui est quelque chose d'un petit peu plus quantifiable, j'imagine. Puis la science politique veut pas. On travaille avec des chiffres. Exactement. On travaille. Comment on étudie ça, la science politique? Mais il y a plusieurs techniques en fait. Il y a des études tant qualitatives que quantitatives. Je vous mentirais pas, il y a des travaux qu'on a fait qui avaient beaucoup de, on utilisait Stata, beaucoup de régression linéaire, surtout au niveau de sondage qu'on utilise, de data qu'on obtient de bases de données d'un petit peu n'importe où. Il y a beaucoup d'études en économie. Il y a des cours d'économétrie. C'est vraiment un domaine qui est très poussé en termes de
d'études quantitatives. Puis en sciences politiques, je pense qu'on a aussi beaucoup d'études qualitatives, où est-ce qu'on fait des études de cas, des analyses, on comprend un sujet, puis on est comme, dans ce cas spécifique, pourquoi on a par exemple des inégalités, de la pauvreté. Et donc on a vraiment une variété de tout, puis c'est ça un peu qui fait, je dirais, la subtilité de la science, tu sais. C'est pas ce que vous faites en même temps, si vous êtes en biochimie, c'est très rigoureux, naturaliste. Nous, on a un petit peu des deux, on se fait critiquer des fois que c'est pas de la vraie science, mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Comment ça fonctionne, disons, un expériment en sciences politiques? Est-ce que ça se fait, des expériments? Est-ce que tu peux organiser quelque chose de nouveau dans une société pour essayer de voir qu'est-ce que c'est? Je dirais pas à votre niveau, peut-être pas dans un laboratoire, mais un truc qui est souvent fait, c'est des sondages. Ça m'arrivait souvent à l'université. Il y avait une fille qui allait faire, par exemple, un message, elle commettait à la maîtrise. J'ai besoin pas d'intervenants, mais de personnes qui puissent participer. Tu payais $10, puis tu répondais à un questionnaire de 20 questions. Puis souvent, dans une des questions, il y a peut-être le sujet de recherche qu'elle recherchait, il y a des questions qu'on utilise pour voir si la personne répond bien aux questions. Puis à partir du data que tu obtiens, tu es capable ensuite de faire justement comme des études sur ton sujet de recherche. Il y a plein de logiciels qui sont utilisés. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai peut-être eu 2-3 cours là-dessus. Mon plus gros travail au bac, c'était une étude qu'on avait utilisé ça, puis ça portait sur les différences au niveau des dons entre l'Alberta et le Québec. Puis on a utilisé plusieurs facteurs, on avait beaucoup de facteurs de modération, mais tu sais, c'était pas comme vous, je dirais. C'était beaucoup plus... on aurait pu se faire peut-être critiquer pour la méthodologie, mais c'était un travail de bac aussi. Là, bien que t'aies pas fait des études toi-même puis que t'es pas allé chercher des chiffres, exact. Je sais que quand tu cares à propos d'un sujet, tu vas instantanément aller t'informer puis aller lire les chiffres. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on va pouvoir parler, par exemple, des études qui ont été faites par rapport au salaire universel de base. Puis récemment, on dirait qu'il y a eu comme une ressurgescence du thème de la semaine de 4 jours. Est-ce qu'on devrait diminuer les heures de travail? Je pense que ça peut être un sujet super intéressant à discuter. Ben c'est ça. Donc c'est une idée qui date depuis longtemps. La semaine de 4 jours, si on prend cet exemple-là. Donc, est-ce que vous connaissez Keynes? C'était un économiste des années 30-40 environ, puis c'était vraiment le père de l'économie keynésienne, où on veut que le gouvernement investisse massivement dans l'économie. Puis lui, il prédisait que dans les années 2000, on aurait des semaines de 15 heures. C'est comme le père de l'État-providence. Exact. Lui, il était comme... C'était le premier qui avait vraiment poussé pour que le gouvernement investisse massivement, surtout face à la Grande Dépression des années 29 et 30. Puis c'est un modèle qui avait été utilisé par plusieurs États en Amérique du Nord, en Europe, jusqu'aux années 80. Puis il disait, à travers les avancées technologiques, la productivité, etc., dans les années 2000, on aurait 15 heures par semaine au travail. Il avait fait une petite modélisation quantitative. Il s'était dit, on va travailler 15 heures. C'est ça. Je pense pas que c'était aussi rigoureux qu'aujourd'hui, mais tu sais, bon, on réalise que c'est pas nécessairement le cas. On réalise en fait qu'il y a des gens qui travaillent plus qu'avant. Puis là, récemment, il y a eu plusieurs études. C'est souvent des projets pilotes qui ont été faits en Finlande surtout. Non, c'était en Islande, pardon. Où est-ce qu'ils ont essayé des semaines de 4 jours, voir l'impact sur le travail. Il y a beaucoup la question de la santé mentale qui est devenue, qui a été incluse dans la dynamique des études économiques. La question de la santé aussi en général, l'impact et tout. Donc il y a vraiment une spécialisation qu'on observe dans le domaine. Et les études ont quand même été, je pense, concluantes pour les études de la semaine. Je suis pas un expert, mais de ce que j'ai vu, ça a été quand même concluant. Ouais, ça montrait que la productivité a pas baissé, les gens étaient plus heureux, plus en santé. C'est que je me demande si je comprends bien, le monde, ils travaillent moins d'heures durant la semaine, mais ils produisent la même quantité de choses qu'on en fait si on essaie de travailler 5 jours semaine. Exactement. Mais je me demande comment ça fonctionne, disons, pour la paye, à la fin. Si tu travailles une journée de moins, ben, tu vas avoir moins d'argent. Si tu restes pas à l'heure, est-ce que ça fonctionne toujours de la même façon? Il y a plusieurs variantes, en fait. Donc, il y en a ce qu'ils font souvent, tu sais, pour la journée du vendredi, qui serait la journée off. On ajoute 1 heure pour les 4 premiers jours, donc tu aurais peut-être pas la même paye que tu avais avant, mais tu perds pas la totalité de ta journée. Il y en a d'autres qui disent, on enlève le vendredi, on va vous le payer automatiquement, il n'y a pas de problème. Il y avait une étude que Microsoft avait fait au Japon, puis il avait observé que la productivité avait augmenté de 40% suite au projet pilote. La critique, c'est juste un cas, on peut pas extrapoler, on peut pas le généraliser, mais c'est quand même intéressant. Moi, je dirais que c'est quand même émergent. Je pense qu'on n'a pas assez d'études là-dessus, puis il faudrait vraiment, c'est à ça que ça sert un gouvernement. On peut faire des projets pilotes qui durent 2-3 ans.
on étudie bien la chose pour les différents secteurs. Tu sais, je sais pas, est-ce que le secteur de la restauration peut réagir de la même manière que le secteur du détail ou d'autres secteurs, l'aéronautique, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut l'adapter à ces contextes-là, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel sur ce plan-là, surtout sur ce que tu as dit, la productivité puis le bien-être. Puis, à propos du fait d'avoir une journée de moins de salaire, potentiellement, la question, c'est aussi, puis je sais pas s'il y a eu des études là-dessus, est-ce que les gens qui ont une journée de plus vont avoir une tendance à plus consommer ou à moins consommer? Est-ce que le vendredi qu'ils ont de off, ils vont le passer à cuisiner de la nourriture qui autrement ils auraient été trop fatigués, ils seraient allés au resto, ou est-ce qu'ils vont sortir au bar puis tout d'un coup commencer à consommer plus? Est-ce que ça a été étudié? Peut-être pas. Je sais pas, je veux pas répondre parce que j'ai pas vu d'études qui parlaient de ça spécifiquement, mais ce que j'ai vu surtout, puis souvent, pour revenir sur la question de qualitatif, quantitatif, souvent dans ces études-là, il y a des quand ils terminent l'étude, ils posent des questions aux personnes qui ont participé au projet pilote. Le petit côté qualitatif. Exactement, qualitatif, exactement. Puis ils disent que j'ai été capable de passer ce temps-là avec mes enfants, du temps de qualité, cuisiner aussi, c'est une activité qui prend du temps des fois. Donc, par rapport à la consommation, je sais pas, mais ça parlait souvent du niveau de la qualité de vie. Que tu pouvais utiliser ton vendredi, ton samedi ou ton dimanche par rapport à tes tâches que tu as à la maison. Je pense que ça répond pas à la question de la consommation, mais peut-être qu'il y aurait peut-être un lien, si tu as plus de temps pour passer à la maison, peut-être tu consommes moins, bon, j'ai pas de réponse spécifique, mais je peux t'offrir ça pour ce cas-là. OK. Donc ça a été super concluant, les gens étaient majoritairement heureux de leur semaine de 4 jours, puis même si c'était pas calculable dans le PIB nécessairement, parce que ça changeait pas la productivité. Ça changeait le output par heure, mais ça changeait pas le output au final. Exactement. Il y avait la même quantité de choses. Exactement. Mais le gros facteur, c'est définitivement sur le domaine de la santé mentale puis du well-being. Ça, c'est indéniable. C'est la majorité des personnes étaient comme, si je peux garder ce modèle-là, je le ferais. Ça peut être des journées, des semaines de 32 heures. On peut parler du nombre d'heures et tout, c'est débattable, ça dépend des secteurs. Mais ça, c'était vraiment non négociable. Ça montre, si je peux faire une petite tangente là-dessus, que ça va, Phil? Oui. OK. Si je peux faire une petite tendance là-dessus, pardon, ça un peu, j'imagine. Non, désolé. Il y a certains podcasts dans le passé que on avait mal sélectionné le micro puis ça enregistrait sur mon ordinateur. Ah, okay. Puis là, j'étais en train de regarder est-ce que ça enregistre sur l'ordinateur. Il y a pas de problème. Mais bon, là, on va avoir la bonne qualité de son. On a choisi le bon. On a choisi, c'est le Sound Mapper Input. OK. Okay. Ouais. J'ai perdu ce que... T'allais dans une tangente. Ouais, j'ai perdu. C'est ça, donc la tangente, c'est, il y a beaucoup de spécialisation en économie. Donc le fait qu'on voit qu'il y a la dynamique de la santé mentale dans nos études économiques, ça montre comment le domaine a évolué. Tu sais, on intègre d'autres sciences qui sont extrêmement pertinentes. Ça nous permet de visualiser l'économie d'une autre manière. Puis je pense que c'était ça qui était important. Tu sais, il y a 10 ans, si on sortait l'étude, puis on disait, on aurait juste sorti, le nombre de productivité a diminué, a augmenté, a resté le même. Mais tu sais, là, le fait qu'on ajoute la dynamique du well-being, je pense que ça montre qu'on a peut-être une conception différente de l'économie, puis je pense que c'est ça qui est positif dans le paradigme, ça évolue. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, hein, donc si je comprends bien, donc vous, en sciences politiques, on fait pas souvent on s'aide pas les choses pour avoir des résultats qu'on cherche à la fin. Tu prends les données des choses qui se passent autour, puis tu tires des conclusions à partir de ça. Exactement. Ouais. Tu sais, la politique, c'est une science qui est purement humaine. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense que il y a la politique en soi, avec des gouvernements qui font des projets pilotes puis qui votent des projets de loi. Mm-hmm. En sciences politiques, je pense on essaie de faire un truc qui est plus rigoureux. Souvent, tu sais, par exemple, on prend les projets pilotes des semaines de 4 jours. Ça, c'est les gouvernements qui l'ont fait. Fait que c'est pas généralement des départements d'université qui font ça. Mm-hmm. Il y en a qui le font. Je pense que c'est quand même difficile d'un point de vue monétaire, tu sais, payer les gens pour qu'ils le fassent, faire des suivis à chaque semaine ou deux. Mais en sciences politiques, c'est vraiment des études plus c'est quand même très théorique. C'est beaucoup plus théorique que, par exemple, ce projet pilote-là. Donc, c'est sûr que, ça... Pardon, j'ai perdu mon point, mais c'est ça. Ouais. Je lisais un article, le film m'a envoyé quelques articles que tu as écrits. Ouais. Sur le...
pas le salaire de base, comment on appelle? Le UBI, le Universal Basic Income, on pourrait traduire ça en salaire de base universel. En revenu de base. Revenu, c'est ça le mot. Ouais, exactement. Revenu de Le base. revenu. Exactement. Est-ce que vous voulez aller là-dedans tout de suite? Ouais, allons-y. On peut y aller. Donc, c'est quoi, est-ce que vous voulez que j'aille? Disons, vas-y en premier, juste expliquer c'est quoi le revenu de base. En tout cas, si on voulait faire ça de manière ludique, Mathias, explique-moi c'est quoi le revenu de base universel, puis Younes te corrigera par la suite. Je vais pas corriger, je vais complémenter. Hein. On n'est pas dans la critique ici. Si j'ai bien compris, ça serait, bon, le revenu de base universel, disons, tout le monde il y a cette quantité d'argent que tout le monde devrait avoir, et l'État, les gouvernements, va se rassurer que tout le monde a cette quantité d'argent, dépendamment de la job qu'ils ont, ou s'ils ont des jobs ou non. Tout le monde va avoir, disons, 1200 par mois. Puis les gouvernements te donnent 1200 par mois, puis c'est sûr que tout le monde a ça. Exactement. Ça serait le revenu de base universel. Exactement. Okay. Il y a plusieurs variantes quand on rentre dans le sujet. Il y a différentes manières de l'appliquer. Mais grosso modo, il y a un salaire minimum où est-ce qu'on ne peut pas tomber en dessous. Généralement, c'est le gouvernement qui envoie ce montant mensuellement, par semaine, par année, pour s'assurer qu'il n'y ait personne en dessous de ce seuil. C'est, comme tu as dit, indépendamment du travail, du salaire que tu fais. Il y a pas de ce qu'on appelle de means testing, qui signifie de le donner seulement à une strate de la population, puis c'est universel. Tout le monde le reçoit. OK, donc ça serait pas, disons, s'il y a un monsieur là-bas qui fait 100 000 $ par année, il va quand même recevoir le revenu de base universel? Exact. Donc, il y a des variantes qui sont différentes, parce qu'on a ce qu'on appelle un revenu minimum garanti. Donc ça, c'est tout le monde peut avoir 10 000 $, mais si tu gagnes 100 000 $ par année, tu peux pas l'avoir parce que ton salaire te donne déjà plus que 10 000 $. Mais un revenu de base universel, qui est vraiment la forme la plus coûteuse, la plus large, ça c'est vraiment, peu importe ton salaire, on t'envoie un montant. Puis à la fin, lequel on applique, il y a plusieurs conditions. Est-ce qu'on a les fonds pour payer pour? Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qu'on peut appliquer politiquement maintenant? Comment est-ce qu'on veut quelque chose qui s'applique tout de suite ou dans 5 ans? Fait ça, c'est vraiment un gros débat à avoir. Mais ça, c'est vraiment les deux principaux programmes qui existent. Et c'est pas quelque chose que le gouvernement fait maintenant, disons au Canada? Non. Il fait à un certain niveau pour les enfants. On le réalise pas, mais quand le gouvernement envoie par mois 300 à 800 $ par mois parce que tu as des enfants, c'est une forme de revenu de base. On se dit, tu as des enfants, on t'envoie un montant. Oui, c'est déterminé par ton salaire, tu gagnes plus, t'en as moins, tu gagnes moins, on t'envoie plus d'argent, mais on t'envoie un montant, peu importe, genre, que tes enfants aient 3 ans ou 17 ans, ou 0 ans plutôt à 17 ans, on t'envoie ce montant-là à chaque mois jusqu'à ce qu'ils aient la majorité. Puis on a la même chose pour les personnes de 65 ans et plus. Le moment que tu as 65 ans, on a ce qu'on appelle une pension de vieillesse, où est-ce qu'on t'envoie entre, je pense, 500 et 1100 $, dépendamment du montant de ta retraite, que tu reçois à chaque mois de manière universelle. Et c'est des formes de revenus de base, mais qui sont appliquées à des populations spécifiques. Et c'est quoi l'avantage, donc, d'avoir un revenu de base universel comme ça? Il y en a plusieurs. Mais je commencerai premièrement avec, tantôt on parlait de la semaine de 4 jours. Il y a la dynamique, premièrement, du well-being. Vous m'avez demandé pourquoi les inégalités, ça m'intéresse. La pauvreté, c'est des sujets qui m'intéressent. C'est une réalité qu'on observe depuis plusieurs années. On a des programmes de bien-être social, on a des programmes de chômage, on l'a vécu avec la COVID, la PCU. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour construire une économie qui marche réellement pour les gens, on a le sentiment que, des fois, on a des programmes qui, répondent pas aux réalités. Il y a des gens qui ont plusieurs emplois, qui ont des salaires qui sont pas stables, ils perdent leur emploi, il y a la globalisation, il y a plein de dynamiques qui font en sorte que les gens sont pas capables d'avancer au niveau de leurs revenus et tout. Je pense que ce que le revenu de base fait, ça offre une stabilité minimum. T'es pas riche quand t'as 1 000 $ par mois, c'est 12 000 par année. C'est pas énorme. Mais ça t'offre une stabilité qui te permet de prévoir et de vraiment ne pas tomber dans ce cycle de la pauvreté ou des inégalités. Donc c'est vraiment juste un levier qui permet aux gens de, par la suite, faire vraiment ce qu'ils veulent. Ouais. C'est parfait, ça me fait penser un peu, pas tant hors sujet, c'est un exemple que j'ai vu au Brésil qui arrivait.
C'est des gens qu'on connaît qui venaient de sortir, son mari, c'est une femme et son mari est sorti de prison et ils sont maintenant dans la pauvreté. Parce qu'ils sont dans la pauvreté, ils ont pas de maison et donc ils ont de la misère à avoir des documents et parce qu'ils ont pas de documents, ils peuvent pas avoir une job, parce qu'ils ont pas de job, ils peuvent pas avoir de maison. Tu rentres dans un cycle qui t'empêche de sortir de ces seuils de la pauvreté. Exactement. Avec un revenu de base, s'ils avaient les $1000 par mois, ou la monnaie du Brésil, là, ils auraient un peu plus de chances de pouvoir sortir de là. C'est exactement. Tu sais, la pauvreté, il y avait un terme, c'est la pauvreté, ça charge de l'intérêt. Tu sais, par exemple, t'as pas la capacité d'aller au dentiste parce que t'es pauvre. Tu sais, ben, tes caries, elles, vont s'empirer. Puis c'est comme un cycle qui est toujours sans fin parce que t'as pas les moyens pour te permettre d'en sortir. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment important avec le revenu de base, c'est qu'à l'époque, on avait vraiment une vision qu'un travail à lui seul, c'était suffisant pour sortir de la pauvreté, acheter une propriété, réussir dans la vie, fonder une famille, etc. Tandis que maintenant, on réalise que c'est pas nécessairement vrai. On a plusieurs personnes qui travaillent, qui sont pas capables de le faire. C'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. C'est ça ce qu'on a observé durant les dernières années, c'est que cette catégorie de personnes-là, elle augmente constamment, puis peu importe les programmes qu'on fait, des fois, c'est pas assez pour les sortir de ça. Donc, le fait d'avoir un revenu de base, ça répond à ça. T'as les personnes qui travaillent pas puis qui sont pauvres, comme l'exemple que t'as donné, tu sors de prison. T'as besoin de ce revenu-là pour être capable de faire des décisions puis voir plus loin. Il y avait une étude, moi ça m'avait vraiment fasciné. Il y a un excellent livre d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, c'est Utopie réaliste. Je pense que j'en avais déjà parlé avec Philippe. Il y avait une étude qui m'avait marqué. C'était, il avait étudié l'impact de la pauvreté sur tes capacités de choix et plus précisément sur le quotient intellectuel. Bon, je sais pas trop c'est quoi les détails de l'étude. Sur certaines mesures du quotient intellectuel. Exactement. Parce qu'il faut savoir que veux pas, le quotient intellectuel, c'est pas juste tes gènes, c'est aussi est-ce que tu as des ressources pendant que tu te développes, puis même au cours de ta vie, si t'es dans un moment que t'es stressé, un moment que t'es dépressif, sûrement que on te donne un test de QI pis tu vas pas aussi bien scorer que si t'es à un moment que exactement. Donc, ouais, on dit pas que les gens pauvres ou riches sont plus intelligents intrinsèquement. C'est ça. Ce qu'on amène. Exactement. Donc. Merci pour le disclaimer, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Puis, il disait que quand t'es dans une situation où t'as pas de revenus, t'as pas de ressources, ta capacité de choix diminue ou ton quotient intellectuel, les éléments qui sont étudiés, évidemment, comme Phil l'a dit, diminue de 2 écarts types. Donc, la pauvreté. 2 écarts types. De 2 écarts types. Ça, c'est de 100 à 80, par exemple. C'est ça. Donc, c'est vraiment, énorme. C'est vraiment le fait de pas être capable de voir plus loin, de toujours payer pour la prochaine facture, le prochain loyer, la prochaine facture d'Hydro-Québec, ça t'empêche de visualiser puis avoir un peu, de suivre ce qu'on appelle, la pyramide de Maslow. C'est de construire, de t'actualiser en tant qu'individu, ce qui est, à mon avis, le but d'une économie. On nous a toujours vendu l'idée que tu grandis, tu développes, t'étudies, tu travailles, t'achètes une maison, tu fondes une famille. Mais pour plusieurs personnes, c'est pas le cas. Il y a une étape qui vient avant l'autre. T'as des enfants avant d'avoir une propriété ou avant d'avoir un emploi. Et je pense que ça montre qu'il faut vraiment comme repenser c'est quoi notre économie. Je me demande, parce que oui, là, il y a comme une sorte d'écroulement de l'idéal méritocratique. Ouais, totalement. On se dit peut-être qu'en donnant un revenu de base universel, on peut créer une sorte de plancher social en dessous duquel on peut pas tomber pour pas tomber dans une loupe. Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences qui ont été faites pour tester ce modèle-là? Puis, qu'est-ce qui en est sorti? Sur quoi les gens dépensaient cet argent-là à la fin? Est-ce que c'était sur des besoins essentiels? Est-ce que c'était sur de l'héroïne? Ouais. Ça, c'est souvent la critique qu'on fait. Tu donnes de l'argent aux gens, ils vont faire de la drogue, ils vont travailler. Ouais. Mais pour revenir au commencement, tu sais, dans les années 60 et 70, il y avait ce qu'on appelait, c'était une ère d'idéalisme. On avait les mouvements civils aux États-Unis, mais il y avait beaucoup cette notion de guerre contre la pauvreté, qui a été beaucoup popularisée par le président américain Johnson à l'époque. Puis le Canada, il s'en est pas échappé. Donc on avait beaucoup de projets pilotes dans les années 70 au Manitoba, où est-ce qu'il avait fait dans une petite ville, il envoyait des montants mensuels. Ça a eu des impacts majeurs sur les hospitalisations. Donc encore une fois, le lien entre la santé et les ressources matérielles directes, les hospitalisations ont diminué de 9 à 10%, si je me trompe pas. Et il y a plusieurs personnes qui ont pu retourner à l'école. Puis on n'a pas vu d'impact dramatique sur le marché du travail, excepté pour les gens qui voulaient retourner à l'école ou les femmes qui étaient enceintes. Je pense qu'il y a personne qui
qui va dire à ces personnes-là d'aller travailler dans cette situation-là. Donc, tu sais, ça déconstruit ce mythe, justement, de est-ce qu'ils vont faire de l'héroïne, est-ce qu'ils vont arrêter de travailler puis juste jouer à la Xbox dans leur sol. Au contraire, tu sais, le fait d'arrêter de travailler parce que t'as un enfant, ou parce que tu veux retourner à l'école, c'est ça la société qu'on veut. Ces ressources-là te permettent d'avancer et d'être encore un membre plus productif pour la société. Fait que ça a été les premières études qui ont été faites sur le revenu de base. C'est vraiment intéressant qu'on dise ça, mais dans l'article que tu as écrit par rapport à ce sujet, j'ai vu, t'as mentionné une étude qui a été faite en Californie, ville Stockton, je pense. Stockton, ouais. Ouais. Puis il y avait plusieurs données en disant même que le niveau de chômage a baissé. Ouais. Je me demande, c'est quoi les mécanismes derrière tout ça? Comment ça se fait que tu donnes de l'argent aux gens, puis tu demandes, je vais aller travailler, je reçois de l'argent, donc je vais aller me trouver une job. C'est en plus fascinant, en tout cas. Ouais, c'est contre-intuitif, genre, exactement. Mais je pense, tu sais, c'est ça que tu dis, c'est contre-intuitif, mais je dirais au contraire, ça l'est pas, c'est intuitif. Tu sais, ça revient à cette optique que quand tu donnes à des personnes des ressources, il y a une capacité de, tu t'assois autour de la table, t'es comme, là, je peux faire des choix. Tu sais, quand t'as pas la capacité, puis t'es toujours, comme on disait, dans ce loop de payer facture après facture. De survie, exactement, puis de pas voir le bout du tunnel. Tu sais, c'est extrêmement difficile de dire, là, j'ai du temps pour chercher un emploi qui m'intéresse. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a l'étude de Stockton. Mais maintenant, tu sais, on sort de la COVID, puis les gouvernements étaient extrêmement généreux au niveau des programmes, puis on observe qu'il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre parce que les gens veulent pas retourner travailler dans des domaines qui sont extrêmement demandants. Puis là, on saute à la conclusion que c'est à cause de la PCU. Les gens sont encore en train de rouler sur la PCU, c'est pour ça qu'ils retournent pas au travail. Exactement. Mais oui, d'une certaine manière. Parce que justement, tu sais, les gens vont dire de manière péjorative, c'est la PCU, on leur donne pas d'argent, ils veulent pas travailler. Mais même aux États-Unis, les gens, ils se disent au Canada, OK, là, pendant 8 mois, ma vie a changé fondamentalement. J'avais des revenus qui ressemblaient à ce que je faisais avant. Puis je réalise que, j'étais pas assez payé pour ce que je faisais. Puis le fait de recevoir ce montant-là, d'être chez toi, d'être confiné, ça permet de vraiment se poser des questions sur ce que tu veux faire. Est-ce que ton emploi est sain? Et comment tu veux partir à partir de là, passer au prochain niveau à partir de là. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé à Stockton aussi. Là, les gens avaient des ressources et ça a changé leur vie dramatiquement. Et alors, au sujet de l'héroïne, je vais vous avez mentionné qu'il y a moins de 1% de l'argent qui a été donné aux personnes. Exactement. Qui a été dépensé aux choses illicites, comme la drogue. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, c'est souvent le plus gros mythe que les gens utilisent. Les gens vont le mettre dans la drogue. Dans l'étude de Stockton, c'était fascinant. Je pense que ça a été donné à pas beaucoup de personnes. Je pense que c'était 500 ou 1000 personnes. Ouais. Je me rappelle pas des détails, là, ma mémoire me fait défaut. C'est moins de 1% de l'argent, justement, qui va dans la consommation. Ça détruit totalement cette idée que donner de l'argent aux gens, ça les ramène dans un loop de mauvais choix. T'sais, au contraire, ça démontre que donner de l'argent aux gens, ça fait le contraire. Je sais pas s'il y avait d'autres études qui étudiaient cette dynamique-là plus spécifiquement. Encore une fois, souvent, ces études-là du revenu de base visent plus à étudier l'impact sur l'emploi. Parce que c'est ça que le gouvernement veut. Ils veulent pas donner trop d'argent pour que les gens arrêtent de travailler de manière permanente. Mais tant sur le niveau de l'emploi que sur le niveau du bien-être, qui sont encore les deux facteurs essentiels, c'est là qu'on voit les impacts les plus majeurs. Plus de bien-être, puis les gens deviennent plus employés. Exactement. Puis c'est ça qu'on veut, en fait. C'est quand on y pense, c'est ça qu'on veut à travers le revenu de base. Ouais. Les personnes qui disent on donne un revenu de base pour que les gens, parce qu'on veut qu'ils restent chez eux, puis tout. Non, on donne un revenu de base pour les aider à aller plus loin dans leur vie, puis qu'ils puissent réussir tant pour eux que pour leur famille. Fait que ça donne quand même une vision un petit peu plus optimiste de l'être humain. Des fois, on peut se dire, l'être humain est paresseux, les gens veulent pas aller travailler si on leur donnait de l'argent. Mais là, on se rend compte, avec le revenu de base universel, que les gens qui travaillent pas parce qu'ils sont pauvres, c'est peut-être parce qu'ils sont pauvres qu'ils travaillent pas, puis que tout le monde a comme un peu envie à l'intérieur de contribuer à la société. Tu sais, c'est la même chose quand on parle des gens qui sont dans le monde de la criminalité. Tu sais, c'est facile de voir une personne qui fait un crime et dire arc, mais tu peux pas dissocier ça de sa condition socio-économique. Il y a un lien direct. Puis je pense, encore une fois, le revenu de base, comme tu as dit, revient à ça, genre. Tu sais, on s'attaque pas à la conséquence du problème, mais à la cause même. Genre les choix irrationnels ou même rationnels que les gens font. Tu sais, quand t'as pas une capacité de voir plus loin, c'est rationnel de te dire, je vais payer ça maintenant,
c'est peut-être rationnel pour une personne de me dire, je vais fumer au lieu d'aller travailler parce que je vois pas le bout du tunnel. Mais quand tu donnes l'argent, on réalise que les gens font des choix rationnels parce qu'ils veulent s'actualiser, ils veulent réussir, ils veulent s'avancer dans leur vie. Puis je pense là, on n'est pas dans une étape, je pense qu'on va implémenter le revenu de base du jour au lendemain, mais il y a ce changement de paradigme dans comment on le voit. Dans les années 80, on avait ce qu'on appelait vraiment le démantèlement de l'État-providence, puis il y avait, je sais pas si vous connaissez le stéréotype du welfare queen. C'était un peu l'image, c'était le président Reagan aux États-Unis qui faisait ça, puis c'était l'image de la femme noire c'était super raciste, là, qui recevait des chèques du gouvernement puis qui conduisait une Cadillac avec ses 5 enfants en arrière. Puis c'était vraiment dans une optique de démoniser un État-providence qui en réalité fonctionne très bien. Et là, donc c'était une campagne de publicité faite par le gouvernement, basée sur le racisme, pour dire le welfare state ou l'État-providence. C'est dégueulasse. Exact. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens travaillent, que le gouvernement leur donne pas d'argent, on est capable de réussir tout seul sans l'aide du gouvernement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est resté dans l'imaginaire collectif de plusieurs personnes. Tu sais, j'imagine que vous avez des gens que vous connaissez qui vont vous dire « Je veux pas que le gouvernement intervienne dans ma vie, on n'a pas besoin de ça, faut que tu travailles, t'es juste paresseux. » Mais là, ce qu'on est, dans l'étape qu'on est aujourd'hui, c'est de déconstruire ce mythe-là. Parce que c'est juste pas vrai, en fait. Ouais, c'est intéressant. En partant dans un autre sujet un peu, est-ce que tu connais un peu de relations internationales? C'est pas mon champ d'expertise. Je vous mentirais pas que mes cours de RI, c'était ceux qui m'intéressaient moyennement à l'université. J'aime beaucoup la question de la pauvreté, des inégalités. Mais on peut explorer le sujet définitivement. Mais ça vient dans le même sujet d'inégalité et pauvreté. J'ai cette idée, j'aimerais avoir ton opinion en fait à ce sujet, que le monde il commence à devenir assez globalisé maintenant, et les pays commencent à dépendre beaucoup plus l'un de l'autre. Tu en as même parlé par rapport au vaccin, tu as écrit Le Devoir aussi en parlant des vaccins, pourquoi le Canada n'a pas fait aussi bien qu'on voulait avec le vaccin. Initialement. Parce que maintenant, la campagne, elle est quand même, on est, je pense, dans le top du G20. Exactement. Oui, mais au début, on était un peu en arrière, c'est ça? Ouais, je regrette un peu mon article aujourd'hui, mais non, mais dans la situation à l'époque, c'était vraiment une critique, mais oui. C'était déplorable. Initialement, le Maroc faisait mieux que le Canada. C'est ça. Mais en fait, où je voulais aller, c'est que on voit maintenant que les pays du Nord, les pays les plus riches, ils dépendent un peu aussi des pays du Sud, des pays les plus pauvres. Je me demande si, moi dans ma tête, je trouve que ce serait une bonne idée que les pays du Nord commencent à aider les pays du Sud à se relever, à devenir un peu plus indépendants et tu sais, à commencer à être un pays de premier monde pour que tout le monde puisse en profiter. L'exemple qui me vient toujours en tête, c'est la COVID, qui est maintenant tout le monde au Nord est vacciné. Et c'est bon, mais on a plein de variantes qui viennent du Brésil, des variantes qui viennent de l'Afrique du Sud, de l'Inde, parce que c'est des pays qui n'ont pas l'infrastructure pour, tu sais, immuniser tout le monde, que tout le monde porte des masques, que tout le monde soit sécuritaire en relation à ça. Mais même si c'est des choses de ces pays, ça affecte le Canada, ça affecte les États-Unis, ça affecte le Québec, parce que les variantes, ça vient aussi. Donc je me demande si, au niveau économique, est-ce que tu trouves que ce serait une bonne idée que ces pays commencent à aider les pays du Sud à s'améliorer pour que le monde ensemble commence à devenir une chose un peu plus stable? Ça serait quand même intéressant. Je pense pas que ça a été évoqué, puisque la question du revenu de base, c'est très au niveau national. C'est très difficile parce que souvent, comme je disais, déjà au sein d'un pays, on a plusieurs secteurs qui sont différents économiques, implémenter des programmes d'aide sociale ou d'aide économique. Déjà au Canada, c'est difficile d'imaginer la PCU qui peut être implémentée au Canada et dans un pays, par exemple, en Afrique. Mais je pense que ça serait une dynamique qui serait intéressante à observer. Cependant, le problème dans l'implémentation de ces programmes-là, c'est souvent que ça nécessite quand même des revenus. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, pour implémenter un revenu de base, ce que ça prend, c'est il faut fonder un État-providence à la source. C'est le modèle dans lequel on habite, c'est un modèle qui est quand même très étatique. La manière dont on conçoit la politique, ça c'est vraiment au niveau de chaque pays, qui oui ont des relations entre elles, mais sont quand même détachés, comme ils vivent leur propre affaire. C'est sûr que la COVID nous a montré comment on est tous interconnectés, mais tu vas pas voir le Canada, excepté envoyer des vaccins, commencer à envoyer la moitié de son budget
associé à des programmes de PCU, par rapport à la PCU, puis l'envoyer à des pays d'Afrique. Oui. Mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour qu'on se rende à cette étape-là. Peut-être en Europe, vu qu'on a l'Union européenne, peut-être ça pourrait être propice. Tu sais, si un pays fait un projet pilote, peut-être il peut dire, hey, tu veux-tu qu'on fasse un projet pilote entre la France et l'Allemagne pour voir si ça aura des impacts sur nos deux pays en même temps. Mais j'ai de la difficulté à voir comment on pourrait appliquer ça aux pays du Sud à travers l'aide des pays du Nord. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit étudier. C'est quelque chose que je connais pas assez malheureusement, mais je pense que ça serait quand même très intéressant à aller à ce niveau-là. Younes, ça a été un plaisir de te parler. On peut te trouver sur Medium. Est-ce que tu veux shout-out un autre média social? Non, je pense juste Medium, c'est suffisant. Parfait, on peut aller lire les articles de Younes sur Medium. Mais merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment plaisir. Ça a passé extrêmement vite. J'espère, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci. Have a good one. Merci. Merci d'avoir écouté Orders of Magnitude. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez l'épisode avec vos amis et votre famille. Si vous aimeriez nous donner votre avis, vous pouvez toujours nous contacter à ordersofmagnitudepod@gmail.com. Orders of Magnitude est un projet réalisé par Philippe Carl et Matthias Schultz. La musique originale a été composée et interprétée par Vincent Nellis. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode.